Bonjour à tous, merci d'écouter Discours Animal. Aujourd'hui, on a un invité spécial, en fait, qui vient nous parler de son quotidien en tant que vétérinaire. Donc, bonjour Tiffany. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Oui. Génial. Donc, dans le fond, je sais que tu as travaillé en milieu régulier de clinique, travaillé en zoo, tu as travaillé en urgence aussi, en refuge. Donc, peux-tu nous expliquer un petit peu comment tout ça a commencé, tes études, etc.? Oui, donc moi, j'ai gradué de la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe en 2015. Puis après ça, moi, j'ai pas fait d'internat ou de spécialité. Je suis allée directement en pratique générale, donc vétérinaire de famille, pendant 3 ans. J'ai vraiment aimé la clinique où j'étais. J'ai vraiment apprécié le contact avec les clients puis tout ça. Mais je me suis rendu compte rapidement que c'était pas ma passion. Donc, j'ai eu l'opportunité de changer un peu de carrière puis d'aller plus vers l'enseignement et la médecine de refuge. Ça a donné qu'en même temps, j'ai eu les 2 opportunités à temps partiel. Fait que j'ai pris cette option-là. Donc, je suis allée enseigner aux futures techniciennes en santé animale. Puis aussi, j'ai commencé en refuge à ce moment-là. Ça, c'était donc en 2018. Depuis, je suis toujours vétérinaire de refuge à temps partiel. Par contre, j'enseigne plus depuis à peu près la pandémie parce que c'était un petit peu loin pour moi. J'ai enseigné à distance. J'ai pas adoré l'enseignement à distance. Je trouvais que c'était moins personnel avec les étudiants. Puis, je pense que j'ai aussi commencé à faire en même temps un peu de vétérinaire d'urgence. Puis, j'ai vraiment aimé cette approche-là en urgence où tous les cas ont vraiment besoin de toi immédiatement. Donc, j'ai comme continué dans cette voie-là. Donc, puis oui, j'ai travaillé pour un petit zoo pendant 1 an, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas ma future carrière. Donc, j'ai passé le flambeau à un vétérinaire qui était plus formé et plus motivé, puis qui avait un petit peu plus de temps pour donner à ce projet-là. Donc, j'ai vraiment plus continué urgence et refuge, et c'est ce que je fais encore à ce jour. Super. Puis les études vétérinaires, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais, où tu commences, puis après ça va jusqu'où? C'est quoi les possibilités? Bien, le parcours traditionnel, en fait, au Québec, on a juste une école de médecine vétérinaire. Il y en a d'autres au Canada, mais les Québécois, pas juste les Québécois, mais normalement, il faut que tu appliques à celui de ta province. Donc, moi, je ne pourrais pas appliquer à celui de l'Ontario ou celui de Saskatoon ou Calgary. Non. Donc, il n'y a pas de place réservée pour nous. En fait, on a des places réservées pour nous dans notre province. Donc, ça rend le programme très contingenté. Donc, moi, je pouvais appliquer soit à la faculté de Saint-Hyacinthe ou je pouvais appliquer ailleurs dans le monde. Mais là, c'est sûr que les frais quand tu vas aux États-Unis ou en Europe, etc., c'est nettement supérieur. Donc, il n'y a pas beaucoup d'options. Donc, le parcours traditionnel, c'est cégep pendant 2 ans avec les sciences pures. Puis, il faut que tu aies les meilleures notes possibles, puis que tu essaies de rentrer, ce que j'ai pas réussi à ce moment-là. Donc, je suis allée faire un bac en biologie de la faune à McGill pendant 3 ans. J'ai adoré le bac. Probablement, j'ai quasiment mieux aimé étudier la biologie de la faune que la médecine vétérinaire, mais les jobs et tout ça, ça m'intéressait pas tout à fait. Fait que je me suis retournée à réappliquer. Puis vu que j'avais tellement bien aimé mon bac, puis j'ai tellement bien performé, à ce moment-là, je suis rentrée en médecine vétérinaire, donc après 3 ans d'université. C'est difficile, les études vétérinaires? C'est assez condensé. C'est vraiment c'est 5 ans d'université comme un médecin ou un dentiste, OK? Donc, on a un doctorat de la même façon qu'un médecin a un doctorat ou qu'un dentiste a son doctorat. Donc, c'est 5 ans. C'est très, très intense parce qu'en plus d'apprendre la médecine d'une espèce, c'est comme les humains, on apprend les chats, les chiens, les vaches, les chevaux, moutons, chèvres. On apprend aussi un peu de faune, puis un peu d'exotique aussi, donc les lapins et autres. Donc, c'est tous des animaux qui sont complètement différents. Ça fait beaucoup de cours à apprendre, beaucoup d'anatomies qui sont différentes. Tu sais, entre un ruminant puis un chat, c'est pas la même chose. Puis, c'est pas des mini-humains, hein, fait que ça devient assez complexe
de tout naviguer ça là, dans les études. Fait que ça fait des études qui sont très intenses pendant 5 ans. La 5e année est principalement des stages, mais les 4 premières années, c'est vraiment des cours théoriques, des laboratoires, puis des stages précliniques, là. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'études. C'est plus intense qu'un programme normal. OK. Puis c'est à peu près quand tu dis « Ah, ben je vais aller soit dans les ruminants ou je vais aller dans les petits animaux ». En fait, jusqu'à temps que tu gradues, tu as le droit de faire ce que tu veux. OK. OK? Donc, en 4e, 5e année, tu vas diriger tes stages puis tes cours à option un peu vers tes intérêts. Mais je pourrais avoir tout dirigé vers les vaches, graduer puis décider de faire des petits animaux. J'ai encore le droit. Tous les vétérinaires là, ont le droit de changer de pratique. Mais parce qu'ils connaissent tout. Ben, ils ont on a tout étudié appris, exact. C'est sûr que l'Ordre des vétérinaires nous demande, après 5 ans de pratique, si on change de domaine de façon dramatique. Comme par exemple, quand moi, j'ai voulu faire du zoo, j'étais dans mes 5 premières années. Donc, ils m'ont pas demandé d'équivalence ou quoi que ce soit parce qu'ils considèrent que c'est assez frais dans ma mémoire. Mais si ça avait fait 10 ans que je faisais des petits animaux puis que je voulais aller faire de la médecine de zoo, ils m'auraient demandé de prouver que j'ai fait un peu de formation continue ou que j'ai suivi des vétérinaires pour être certaine que je suis j'ai mes bonnes capacités pour faire ces animaux-là. Là. Parce que là, 10 ans plus tard, je veux dire, ma médecine, elle serait plus à jour. Là. OK. Donc, on peut changer de domaine, mais on peut pas... il faut quand même prouver qu'on est compétent là, dans le domaine qu'on décide d'avoir. Puis, il y a aussi le fait que quand on finit l'école, on peut décider de devenir un spécialiste. Parce qu'on a ça aussi en médecine vétérinaire. On a des spécialistes en chirurgie, neurologie, dentisterie, médecine interne, dermatologie. On les aime beaucoup, ceux-là. Donc, on en a énormément des spécialistes. Puis, on a même oncologie maintenant, qui est une spécialité qui se développe vraiment beaucoup pour les cancers. Puis ça, c'est des vétérinaires qui ont fait entre 3 à 5 ans d'études de plus. Ouf, ça devient long à un moment donné, hein? Exactement comme un médecin humain. Tu sais, votre oncologue, là, il a fait ses 5 années de médecine, puis après ça, il est allé faire jusqu'à 5 ans de plus d'études, puis il a passé des examens supplémentaires pour être considéré comme un oncologue spécialiste. Puis c'est la même chose en médecine vétérinaire. Wow. Donc, on a des spécialistes dans à peu près tous les domaines, mais ils vont souvent se regrouper dans des grands centres vétérinaires, entre autres les centres d'urgence. Ils ne seront pas nécessairement dans vos petites cliniques de pratique générale. Non, c'est sûr. Puis d'ailleurs, on parle de centre d'urgence. C'est comment une journée dans un centre d'urgence? Bien, c'est sûr que dans le centre d'urgence où moi je travaille, on a d'ailleurs donc toutes ces spécialités-là. Donc, je travaille entourée de ces spécialistes-là. Puis moi, ma journée, elle est toujours irrégulière. Je peux passer une journée à juste m'occuper des animaux qui sont hospitalisés, comme je peux avoir à peu près une vingtaine d'animaux malades que je vois dans une journée de 8 à 10 heures. Fait que c'est très, très varié. Je peux avoir des animaux qui arrivent en choc, qui arrivent frappés par des voitures, qui ont des conditions qui sont très graves, jusqu'à un animal qui a juste une petite otite, mais que ça lui fait très mal. Donc, il faut qu'il vienne à l'urgence. Il faut que je sache un peu de tout le temps, puis que je sois capable de réagir très, très rapidement. Puis malheureusement, à l'urgence, c'est très irrégulier. Il y a des journées où personne n'attend plus de 10 minutes. Puis il y a des journées où tout le monde attend 3 à 4 heures parce qu'un peu comme en humaine, s'il est rentré un animal qui s'est fait frapper par une voiture... Il est en priorité. Il est en priorité, c'est ça. Il va passer bien avant l'otite. Puis à ce moment-là, l'otite, ça se peut qu'elle attende quand même assez longtemps. Est-ce que les centres d'urgence sont tous ouverts 24 heures? La plupart des centres d'urgence sont ouverts 24 heures, mais avec la pénurie de vétérinaires, il y a des centres qui ont été obligés de fermer certaines heures par manque de personnel, tout simplement. Puis dans la région de Montréal, il y a principalement 2 groupes de centres qui sont ouverts 24 heures, tu sais, le CVL Rive-Sud, l'Hôpital de Montréal, puis de l'autre côté, on a les centres DMVET qui sont aussi, il y en a une sur la Rive-Sud, une sur la Rive-Nord, puis une à Montréal. Eux sont généralement ouverts 24 heures, mais il y a des fermetures ponctuelles de temps en temps par manque de personnel. Puis, je m'excuse, tu là-dessus. Non, vas-y. Puis, c'est ça, dans le fond, les centres d'urgence, il y a beaucoup d'hospitalisation, j'imagine. Quelques jours, comment que ça se passe pour ces animaux-là qui restent au centre? Bien,
C'est sûr que il y a beaucoup d'hospitalisations parce que c'est des cas qui sont plus graves, généralement, qui se présentent à l'urgence. Puis aussi, les vétérinaires réguliers vont souvent référer des animaux qui doivent être hospitalisés et avoir des soins 24 heures, qui ne voudraient pas le laisser sans surveillance dans leur clinique. Donc, on va avoir ces hospitalisations-là aussi. On a aussi, des spécialistes en chirurgie, donc les post-opératoires vont tendance à être hospitalisés. Puis nos spécialistes aussi peuvent avoir des animaux qui ont besoin de traitements qui s'étendent sur quelques jours. Donc, dans tous les cas, on a énormément d'hospitalisations. Puis ces animaux-là, ils se retrouvent presque tous pour la nuit dans la partie urgence, donc gérés par des vétérinaires qui sont assez... en tout cas, dans les grands centres, là, c'est souvent les vétérinaires les plus expérimentés qui s'occupent de ces cas-là. Donc, ils vont ajuster les traitements, s'assurer que les animaux vont bien toute la nuit, puis ils ont des techniciens en santé animale qui vont avoir les yeux sur ces animaux-là pour toute la nuit. Et puis, le jour, soit ils retournent avec leur vétérinaire spécialiste ou ils restent à l'urgence avec les vétérinaires qui sont là de jour. Donc, ces animaux-là sont vraiment sous surveillance 24 heures sur 24, puis ils reçoivent leur traitement. Oui, c'est parce que comme un hôpital humain, il faut garder un œil dessus. Oui, c'est ça. Mais au lieu des chambres, c'est des cages, des enclos, des espaces pour ces animaux-là, mais c'est tout entouré. Là, comme à l'hôpital, là, on a un centre. Au centre, il y a des ordinateurs avec les techniciennes, puis eux, ils vérifient que tout se passe bien comme nos infirmières. Puis il y a les vétérinaires qui s'assurent que chaque patient a vraiment tous les traitements qu'ils ont besoin. Super. Puis une journée, mettons, dans un refuge, j'imagine que ça doit être assez différent. Oui, très différent, parce que c'est sûr qu'à l'urgence, le défi principal, c'est que les coûts sont très élevés. Donc, la plus grosse partie de mon travail à l'urgence, c'est de gérer une situation urgente avec un budget des gens. Donc, ça, c'est le défi premier, parce qu'on a beaucoup d'émotions face au fait que, par exemple, notre chien s'est fait frapper par une voiture, puis la condition de l'animal peut nécessiter des gros sous parce que ça peut être très, très grave, puis ça peut nécessiter d'être hospitalisé pendant plusieurs jours, même d'avoir des chirurgies et autres. Donc, ma journée se passe beaucoup en discussion avec les gens. Je dirais que je passe plus de temps avec les gens qu'avec les animaux dans un centre d'urgence. Par contre, en refuge, c'est un peu l'inverse. J'ai à peu près jamais à gérer l'argent. Mon client, c'est le refuge. Oui. Donc, je gère avec eux autres en disant, bon, ben tel animal a besoin de tel soin. Est-ce qu'on peut justifier ces coûts-là? Oui, non, puis c'est réglé, là. Fait que la plupart du temps, je passe beaucoup plus de temps avec les animaux directement qu'avec des humains ou des clients, là. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Par contre, on a des moyens beaucoup plus limités. On fait beaucoup de chirurgie, ce que je fais pas en urgence. De la stérilisation, puis on va faire aussi des chirurgies de base pour des animaux qui en ont vraiment besoin. On va aussi traiter beaucoup les mêmes conditions. Souvent, tu sais, les chiens en refuge, on voit beaucoup de diarrhée, du stress, des problèmes de comportement, des plaies, des choses comme ça. Alors que chez les chats, beaucoup de rhinotrachite, des grippes de chats, parce qu'ils sont tous en communauté, puis ils sont bien stressés d'être là, des problèmes urinaires, etc. Fait que je vois vraiment beaucoup la même chose revenir dans ma journée, alors qu'à l'urgence, ça peut être n'importe quoi. Totalement différent d'une journée à l'autre. D'accord. Puis, une journée, mettons, dans une clinique régulière, ça ressemble à quoi? Bien, souvent, là, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas travaillé en clinique, là, les quelques journées que j'ai travaillé récemment, et si je prends de mon expérience en clinique, c'était vraiment un mix. Il y avait des journées où il y avait de la chirurgie, puis sinon, tu étais en consultation. Puis en consultation, tu vas avoir un gros mix de nouveaux petits chiots qui a besoin de ses vaccins ou de chiens que tu suis depuis 5 ans, puis que tu fais ses vaccins, ses vermifuges, mais tu vas avoir aussi une combinaison de ton chat diabétique qui a besoin de son suivi, de ton hyperthyroïdien qui a besoin de ses suivis, d'otite, de problèmes de peau, etc. Donc, la plupart des gens ne vont pas nécessairement se diriger vers les spécialistes. Donc, souvent, c'est les généralistes qui doivent faire la part des choses, puis commencer des traitements, puis être capable de faire un peu de tout. Donc, le généraliste est bon dans tout, excellent dans rien en général. Mm-hmm. Ben, malgré que, je vais te dire honnêtement, il y en a beaucoup qui sont excellents dans beaucoup de choses, là. Alors que les spécialistes sont excellents dans leur domaine, mais comme ils touchent à rien d'autre, là, tu sais. Fait que c'est deux réalités différentes. Puis à l'urgence, je fais pas de suivi de ces animaux-là. Donc, à l'urgence, moi, je les vois, je règle le problème, je les renvoie vers leur généraliste. Les généralistes, eux, font le suivi de leurs patients. Fait que
c'est un peu, vraiment, là, ça se ressemble à la médecine humaine où vous avez votre médecin de famille qui va vous envoyer vers un spécialiste ou quand ça va vraiment pas bien, vous allez aller à l'urgence. C'est vraiment similaire, là. Puis on y revient ensuite. Puis j'imagine qu'on voit aussi, on doit voir souvent les mêmes cas où, tu sais, des vaccins, des otites, des toux, etc. dans les cliniques régulières. Oui, mais c'est beaucoup plus varié parce que malgré tout, toutes les conditions souvent vont passer quand même par la pratique générale. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a besoin d'aller à l'urgence. Mm-hmm. Donc, tu sais, on va aller chez notre médecin généraliste quand on a un animal qui va un peu moins bien ou qui a une condition qui est un peu plus chronique parce que souvent, on ne réussit pas à avoir un rendez-vous immédiat. C'est assez difficile, surtout dans les dernières années, d'avoir un rendez-vous le jour même pour un animal en pratique générale. Donc, généralement, on va aller voir notre médecin de famille là, à ce moment-là quand que ça va pas bien ou ça se dégrade lentement depuis quelque temps. Donc, souvent, des animaux qui ont des petits vomissements à droite à gauche, mais qui mangent encore, ou des animaux qui ont des boiteries, mais qui vont quand même bien, des animaux qui vont avoir des problèmes urinaires, uriner hors de la litière, par exemple, mais qui vont pas nécessairement montrer d'autres signes cliniques, là, qui vont bien manger puis qui vont uriner tous les jours, alors qu'à l'urgence, on va se retrouver plus avec, par exemple, nos animaux qui paralysent tout d'un coup. Ça, il faut aller à l'urgence, on n'a pas le temps d'attendre. Ou des animaux qui mangent vraiment plus ou qui ont vraiment des gros symptômes de vomissement, diarrhée importants. On va avoir aussi les chats qui font des blocages urinaires. Tu sais, les chats, surtout les chats mâles, peuvent développer ce genre de conditions-là où ils sont plus capables d'uriner. Puis ça peut les mener à un décès en moins de 24 heures. Donc, c'est super important à ce moment-là de consulter s'ils ne sont pas capables d'uriner. Puis ça, c'est des cas qui vont se retrouver souvent à l'urgence. Là. Puis comment on fait, mettons, parlons du blocage, là, comment on fait pour savoir avant qu'il bloque qu'il faut aller consulter le plus rapidement possible? Bien, souvent, ça va commencer par des petits symptômes typiques de problèmes urinaires. Donc, le chat, surtout, là, vont faire des plus petites urines, plus fréquentes. Souvent, vont commencer à faire des urines en dehors de la litière parce qu'un chat, comme tout autre animal, ils font pas le lien entre une maladie et un symptôme. Hein? Ils savent pas qu'ils sont malades. Mm-hmm. Donc, eux, ils se disent, j'ai uriné dans la litière, c'était pas sympathique, ça a fait mal. Si j'étais pas capable de bien uriner, donc je vais essayer ailleurs voir. Donc là, ils vont s'essayer sur un bout de vêtement, sur un tapis, dans le bain, on voit ça souvent. Mais là, à ce moment-là, c'est un symptôme qu'il y a quelque chose de problématique au niveau de son urine ou de son système urinaire. Donc là, c'est important de consulter. Maintenant, il faut s'assurer que le chat continue à bien manger, à bien boire, à pas vomir, puis avoir un état général qui est assez bon pour pouvoir attendre un vétérinaire régulier. Si ces choses-là changent, s'il urine pas depuis 12 à 24 heures, s'il vomit ou il mange pas, là, il y a des gros signes que ça pourrait être un blocage urinaire. Puis là, c'est important de consulter à l'urgence parce que ça, c'est pas des cas qui peuvent attendre. Si on attend trop longtemps avec un blocage urinaire, en fait, c'est qu'ils sont plus capables de passer de l'urine dans leur petite urètre. Et ça crée de la pression au niveau des reins aussi. Ça crée que le rein n'est plus capable d'excréter correctement. Puis éventuellement, ils s'intoxiquent avec leur propre potassium, avec leur rein plus capable de faire la filtration normalement. Puis on pourrait même avoir un arrêt là, de la fonction rénale. Donc, puis même, ultimement, ils peuvent même avoir une vessie qui éclate. Là. Oui, ow! Pauvre petit, oui, ouais. J'imagine. Okay. Fait que ça, c'est toutes des conditions assez graves. Là. Fait que c'est important, dans les 12 à 24 heures, si un chat montre des signes qu'il ne mange plus, il vomit ou il est vraiment incapable de faire de l'urine, c'est un cas d'urgence. J'imagine que ne mange plus un animal qui a l'habitude de toujours manger sa portion. C'est un bon signal comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas aussi. Oui, bien, c'est une chose qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que chaque animal est un petit peu différent dans sa façon de manger. Donc, les chats, si on parle strictement des chats, ils ont des habitudes. Donc, un chat qui change ses habitudes de consommation de nourriture, entre autres, c'est pas normal. Un chat, c'est très routinier. Ça devrait manger à peu près la même chose chaque jour, de la même façon. Fait que s'il mange plusieurs petits repas, ça va être un animal qui va continuer à manger plusieurs petits repas. Si c'est un goinfre qui mange tout d'un coup, bien, il devrait continuer à être comme ça. T'sais, il devrait continuer à manger tout d'un coup. Si ça change, il faut porter attention puisque les chats, c'est leur premier signal, c'est des changements qui sont souvent mineurs, mais qui devraient nous mettre à la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'ils vont cacher tous leurs symptômes jusqu'à temps qu'ils arrêtent complètement de manger
Donc, si c'est un animal qui sautait des repas de toute façon, on va être moins inquiet. Mais si c'est un animal qui saute jamais des repas, on devrait être inquiet au premier repas sauté. Même chose chez les chiens, tu sais, on dit tout le temps les labradors, c'est des goinfres. Ben moi, je dis tout le temps, un labrador qui mange pas, c'est un symptôme grave. Mais le petit Yorkshire qui saute un repas sur 2 parce qu'il espère avoir la nourriture de table, ben lui, s'il saute un repas, on s'inquiétera pas tout de suite. Tu sais, ça va peut-être prendre 2 ou 3 ou 4 repas sautés pour qu'on commence à se dire « OK, non, c'est pas normal. D'habitude, il finit par manger son repas. » Donc, ça dépend beaucoup de notre animal. C'est important de connaître les habitudes de notre animal parce que c'est quand ça change que c'est un symptôme. Fait que là, c'est ça, les mange pas, des signes de douleur apparente, ça, on s'en va à l'urgence ou vomissement, diarrhée. Quand est-ce qu'on se dit, OK, ben ça peut attendre? Bien, tout changement qui est graduel, on peut potentiellement attendre. Donc, quelque chose qui s'aggrave un petit peu, ou un vomissement, il a vomi 1 fois, là, il a vomi 2 fois, puis là, il continue à vomir un petit peu plus, mais il continue à manger puis avoir un bon état général, ça peut attendre. L'état général de votre animal vous dit tout, là. C'est sûr que si vous avez un chien super excité, puis là, il est en boule sur son coussin puis il veut pas interagir, c'est plus grave que s'il est toujours tout excité, mais il a vomi. Donc, c'est vraiment de regarder l'état général de votre animal. Plus vous avez l'impression qu'il y a des changements, plus c'est grave. Donc, plus c'est important de consulter. Quand vous le trouvez plutôt normal, à ce moment-là, ça peut attendre. Il y a quand même des cas, comme par exemple, si on sait que notre chien ou notre chat a mangé quelque chose qui est toxique, entre autres chez le chat, les fleurs de lys, c'est quelque chose de très toxique. N'importe quelle partie de cette plante-là peut causer une insuffisance rénale aiguë, très grave et difficile à traiter. Donc, évitez d'avoir du lys, hémérocale et autres plantes de type lys dans votre environnement si vous avez un chat, parce qu'ils aiment beaucoup jouer avec les plantes, puis juste le pollen de cette plante-là peut causer des réactions assez graves. Chez le chien, ceux qu'on voit le plus souvent, ça va être, il a mangé du chocolat ou il a mangé les pilules du propriétaire ou du poison à rat. On va voir ça souvent dans les chiens d'écurie et autres qui peuvent en manger du poison à rat. Cannabis. Les chiens aiment énormément le cannabis, donc ils vont le trouver, peu importe où, là, ils vont le trouver. Puis vu qu'ils le mangent, ben ils peuvent avoir des symptômes assez variables. Donc ça, c'est des choses que je pense que ça vaut la peine, même si le chien n'a pas montré de symptômes ou le chat n'a pas montré de symptômes, si on sait qu'il y a eu contact, ça vaut la peine ça d'aller directement à l'urgence parce qu'à ce moment-là, on peut potentiellement, sur certaines choses, les faire vomir ou décontaminer avant avec... que c'est toxique. C'est ça, essayer de prévenir l'intoxication ou minimalement de mitiger les symptômes de l'intoxication, dépendamment de laquelle c'est. Donc ça, c'est le cas où je dirais... Ça vaut la peine d'aller à l'urgence, même s'il y a eu 0 changement chez votre animal. Si vous êtes sûr qu'il a ingéré quelque chose qui n'est pas normal, allez-y tout de suite. Comme ça, on peut adresser la situation. Mais pour toute autre chose, c'est vraiment l'état général de votre animal qui va vous le dire. T'sais, un animal qui ne se lève plus, qui est pas à l'aise, qui montre des signes de douleur aiguë, qui ne mange plus du tout d'un coup, qui vomit tout ce qu'il mange, ça, c'est des mauvais états généraux. Il faudrait consulter le plus rapidement possible. Est-ce que tu es au courant s'il y a une liste à quelque part, justement, des aliments toxiques pour les animaux? Ça serait vraiment bon, ça. En fait, il y a beaucoup de listes qui existent. Elles ne sont pas toutes égales. Les vétérinaires, on a beaucoup de livres sur la toxicologie, etc. Mais il y a un site Internet que je trouve, moi, personnellement, intéressant. C'est l'ASPCA, qui est aux États-Unis. On peut même les appeler. C'est en anglais, par exemple. Puis le service est payant, mais c'est pas excessivement cher. Puis on peut les appeler puis dire, mon chien a ingéré, mettons, tel médicament à telle dose. Puis ils vont vous dire tout de suite, c'est toxique, c'est pas toxique. Est-ce que vous devez aller à l'urgence? Quand est-ce que vous devriez consulter? Puis en plus, si vous vous rendez à l'urgence puis que vous avez appelé la SPCA, ils peuvent nous donner le dossier avec toutes les recommandations de traitement pour cette toxine-là en particulier. Parce que là, on ne peut pas savoir tout de tout. Là, on connaît les plus graves, mais des fois, il y a des médicaments qu'on ne connaît pas ou des effets sur certaines choses qu'on ne connaît pas ou des plantes qu'on ne connaît pas. Donc là, à ce moment-là, eux, ils nous donnent carrément toute l'information de la toxicologie qui existe. Donc ça, c'est super intéressant. C'est une compagnie, c'est un organisme à but non lucratif américain. Puis c'est une très bonne ressource. Donc souvent, on peut taper le nom du médicament puis écrire ASPCA, puis on va tomber sur leur site, puis souvent, ça va nous dire toxique, pas toxique, pour les chevaux, pour les chats, pour les chiens,
les symptômes généraux. Puis si on n'est pas sûr, on les appelle, puis on peut avoir une consultation par téléphone. Wow! Oui, c'est bon parce que, tu sais, des fois, on cherche sur Internet, mais des sites qui vont dire quelque chose, c'est moins grave. Un autre va dire que oui, c'est toxique. Fait que des fois, juste avoir... Une source fiable. Oui, Oui. exact. Puis je pense que on peut toujours aussi appeler sa clinique, savoir, parce que, tu sais, travaillant dans une clinique vétérinaire, il y en a beaucoup de monde qui nous le demande, puis je préfère qu'ils nous appellent pour il a mangé tant de grammes de telle affaire. Là, on demande au vétérinaire, puis nous, on le calcule tout de suite si, OK, ben venez tout de suite, ou ben surveillez telle affaire, puis sinon, vous rappelez-nous, là. Oui, exact. Donc, c'est sûr que les centres d'urgence, même la nuit, là, vous pouvez appeler au centre d'urgence. Ils vont se renseigner pour vous. Vous pouvez appeler votre clinique générale. Mais c'est ça, en cas de doute, les gens qui veulent googler, là, ce serait pas mal la source où il y a une liste compréhensive des plantes, des médicaments et tout ça qui sont toxiques. Là, ça serait probablement ma liste la plus fiable. Génial. Moi, j'avais une question justement par rapport à l'ingestion des trucs pas comestibles. Si les gens, ils savent pas trop, OK, ben je pense que mon chien aurait mangé un bout de son jouet, qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement dans telle situation? C'est sûr que, surtout chez les chiens, mais aussi chez les chats, avec tout ce qui est des cordes, des fils, des aiguilles, ils aiment ça manger ça, parce qu'ils jouent avec, puis finalement, ils finissent par l'ingérer. Mais un animal qui a mangé un corps étranger, si on sait à 100% qu'il l'a mangé, ça vaut la peine de consulter rapidement, dépendamment ce que c'est. Il y a peut-être des choses à faire. Comme par exemple, ça m'arrive souvent d'avoir des petits gentils labradors de 3 mois qui ont mangé un bas. C'est régulier. Ouais. On a vu ça souvent. Puis là, s'ils viennent juste de le manger, un bas, c'est quand même doux. C'est quand même pas quelque chose qui est trop irritant pour le système digestif. Puis le chien n'a pas commencé à avoir de symptômes encore. Bien, il y a des bonnes chances qu'il est dans l'estomac. Puis d'induire un vomissement, on pourrait peut-être faire sortir le bas. OK? Mais il y a des cas où peut-être qu'il va être rendu dans le petit intestin qu'on ne pourra pas, mais dans tous les cas, on peut donner des conseils sur quoi faire. Des fois, on va les garder très hydratés. Des fois, on va donner des choses qui sont plus lubrifiantes. Bref, il y a toutes sortes de façons de gérer, par exemple, ce petit bas-là. Si on pense qu'il a ingéré quelque chose qui est très piquant ou qui pourrait être très irritant, comme par exemple, dans le temps du Super Bowl, on a souvent des ingestions de beaucoup d'ailes de poulet. Mais ça, je ne les ferai pas vomir la plupart du temps. Mais ça, je pense que c'est assez personnel à chaque cas. Ça dépend combien il y en a. Ça dépend de toutes sortes de choses. Mais la plupart du temps, quand c'est quelque chose qui est caustique ou qui est irritant ou qui pourrait piquer au niveau de l'œsophage, bien, on pourrait causer plus de dommages à essayer de leur faire passer dans l'autre sens. Donc ça demande de se poser la question pour chaque cas. Mais si on sait que si on est sûr de l'ingestion puis que ça fait pas longtemps, ça vaut la peine de poser la question. Maintenant, si on ne le sait pas, puis que finalement notre chien ou notre chat se met à vomir tout ce qu'il mange, c'est pas normal. Dans tous les cas, il faut consulter parce que ça peut être une tonne de choses. Là, arrêter de manger puis vomir, c'est à peu près le symptôme de toutes les maladies inimaginables chez le chat puis de à peu près 70% des choses chez le chien. Donc, faut consulter, mais ça reste que le corps étranger va toujours être dans notre cerveau quand on a un animal qui n'est pas capable de garder ni son eau ou sa nourriture parce qu'on pense à ce moment-là que son système digestif peut être bloqué. Puis souvent, avec des radiographies ou une échographie, on est capable de confirmer le diagnostic. Puis souvent, bien, malheureusement, ça s'en va en chirurgie comme cas pour aller enlever l'objet en question qui est bloqué dans les intestins. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui doit être adressé rapidement. Si tout ce que l'animal boit ou mange ressort, là, c'est pas normal. Puis est-ce que ça arrive des fois des corps étrangers qui restent dans l'animal puis tout au long de sa vie puis que ça cause jamais de problème? Oui, je pense que oui. Là, tu sais, il y a comme par exemple, ça m'est arrivé de prendre des radiographies de chat puis on trouve une aiguille dans un muscle de la cuisse, par exemple, puis on est comme OK, bon ben il a probablement mangé l'aiguille à un certain moment puis elle a migré dans son système. Oh, mon mais Dieu. C'est pas le problème actuel. Tu sais, ça peut arriver. J'ai eu aussi des chiens qui avaient des choses dans l'estomac puis vu que l'objet en question n'était pas irritant, puis il se promenait dans l'estomac sans jamais rentrer dans les petits intestins, sans jamais causer de blocage. Le chien vivait très bien avec ça. J'ai déjà eu un chien qui avait mangé un corps étranger. On savait qu'il avait mangé ce corps étranger-là il y a 6 ou 8 mois.
Puis c'était quelque chose en silicone qui se dégrade pas. Et donc, quand on est allé en chirurgie plus tard, parce que finalement, le corps étranger a rentré dans les intestins et a causé du dommage, quand on l'a enlevé, il était encore intact. Les gens, ils ont trouvé ça hilarant parce qu'ils savaient que le chien avait mangé ça il y a plusieurs mois, mais ils s'étaient dit, ça a dû passer quelque part parce que le chien va super bien. Mais finalement, c'est ça. Ils se sont retrouvés en chirurgie 6 à 8 mois plus tard parce que probablement qu'ils causaient pas de problème jusque-là. Oh mon Dieu, quand même. Puis, excuse, tu voulais dire. Je voulais juste dire, c'est fou, il faut vraiment porter attention au comportement de notre animal, puis vraiment voir, tu sais, gérer l'environnement, qu'est-ce qui était par terre, qu'est-ce qui a disparu, que probablement que le chien, le chat l'a ingéré. Oui, puis quand on parle de justement mettre la maison puppy-proof, là, c'est de ça, parce que ça, on en voit souvent, là, tu sais, manger premièrement des fils électriques, on en a vu récemment aussi, ça non plus, c'est pas beau. Manger toutes les affaires qu'on pense anodin par terre, qu'on pense pas, puis Puppy, lui, il va passer puis il va les manger. Oui. Puis je dirais pas juste Puppy, le chaton aussi, là, les fils électriques, les petites cordes de jouets, la laine, faire attention avec ça, parce que les chats ont vraiment une tendance, les élastiques à cheveux, on en voit vraiment beaucoup. Les cordes, tu sais, autour des rôtis, là, les cordes, là, faire attention quand on les coupe, parce que des fois, on se retourne de bord. Ma belle-sœur, ça y est déjà arrivé, elle a coupé les cordes du rôti, elle les a mis de côté, elle s'est retournée pour se laver les mains, elle se retourne, il n'y a plus de cordes, puis il y a un chat. Donc, on est obligé d'aller en chirurgie sur son chat, retirer toutes ces belles petites cordes-là. Heureusement, elle a agi rapidement. Puis heureusement, elle a une belle-sœur qui est vétérinaire, mais ça reste que c'est un cas que je vois quand même régulièrement. Donc, faire attention, les chats, tout ce qui ressemble à une corde, ça peut être problématique. J'imagine aussi les il est plumes. pas weird, ton chat. Oui. Comme les autres. Ah oui, parce que moi, j'ai un chat qui ingère tout ce qui est pas normal. C'est le cas dans l'œil, mais les plumes aussi, qu'il faut faire attention. Les jouets de chat, là, ils ont souvent des plumes. Puis ça aussi, une fois mouillé, ça rentre facilement. C'est ça. Donc, moi, j'essaie d'utiliser le plus possible des jouets qui ne se détachent pas, qu'il n'y a rien qui se détache du jouet. Puis essayer d'utiliser des jouets qui sont le plus gros jouet possible que l'animal va aimer. On s'entend que les chats aiment beaucoup les mini-souris, là, mais on essaie de jouer avec la plus grosse souris qu'il va aimer. Il y a moins de chances qu'il va ingérer quelque chose de cette grosse souris-là que si c'est une toute petite souris, par exemple. Parfait. Puis moi, je me demandais aussi comment on choisit son vétérinaire? Sur quels critères, en fait, on se base pour se dire, OK, ben celui-là, il fait avec moi? Bien, il y a une grosse perception que les vétérinaires sont dans le milieu pour faire de l'argent parce qu'on parle d'argent. Tu sais, t'as pas le choix, quand t'es vétérinaire, de parler de coûts de procédure, de coûts de test. C'est naturel, on n'a pas le choix. C'est privé, c'est une compagnie à but lucratif. On n'a d'ailleurs pas le droit d'être une compagnie à but non lucratif. Au Québec, en ce moment, c'est quand même interdit. C'est peut-être en train de changer, mais pour l'instant, c'est interdit. Donc, c'est ça qui arrive, c'est que, veut pas, on veut une compagnie qui fonctionne. Les coûts de médecine augmentent énormément. Et ça, c'est parce qu'on utilise les mêmes choses que de la médecine humaine. Puis nous, on ne voit pas notre bill passer quand on va à l'hôpital. Mais, par exemple, la même aiguille va être utilisée pour prendre le sang de votre chat que celle qui va être utilisée pour prendre votre propre sang. Elle doit être stérile. Je ne peux pas rentrer n'importe quelle aiguille dans ses veines. Et donc, il faut que j'achète mes aiguilles stériles d'une compagnie qui vend des aiguilles stériles. Et donc, si eux les vendent plus cher, j'ai pas le choix que d'augmenter les prix. Donc, la plupart des vétérinaires sont pas dans le domaine pour faire de l'argent. En tout cas, tous ceux que je connais, je pourrais pas en nommer un qui est dans ce domaine-là parce que sinon, on serait tous médecins ou dentistes ou autres si on voulait vraiment faire un plus haut salaire. Parce qu'on est probablement, pour le même nombre d'études, on est les moins bien payés de toute la gamme. Donc, je pense que le plus important, c'est de ne pas prendre pour acquis que ton vétérinaire, il veut faire ça pour l'argent. Malgré tout, les coûts de consultation, par exemple, vont varier énormément entre un centre d'urgence, une clinique à Montréal, une clinique en région. Il va y avoir une grosse variation. Donc, c'est sûr que si les coûts sont une grosse raison pour vous de choisir, bien, ça vaut peut-être la peine de s'éloigner des grands centres pour essayer de trouver une clinique où les coûts de base sont un peu moins élevés parce que leur loyer ou autre est moins élevé, donc ils peuvent se le permettre. La deuxième chose, mais selon moi la plus importante,
c'est de trouver un vétérinaire avec lequel vous avez confiance, mais aussi que vous avez le goût de faire équipe. Parce que le but, là, c'est d'être une équipe. Le vétérinaire, il n'est pas là pour vous dire quoi faire avec votre animal. Il n'est pas là pour vous dire... il est là pour vous épauler dans les meilleurs soins pour votre animal, de vous donner l'information pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions. Il ne va pas prendre les décisions pour vous, puis il n'est pas supposé vous juger non plus dans vos décisions. C'est ce que j'allais dire pour travailler dans une clinique vétérinaire. Il n'y a pas personne qui juge, là. Je veux dire, les moyens à tout le monde, ça dépend de tout le monde. Il y en a qui ont des bad luck, puis on essaye, parce que je me mets là-dedans aussi, mais on essaye vraiment de trouver le plan pour vous, pour satisfaire tout le monde, puis sauver l'animal pour le soigner. C'est ça le but, là. C'est vraiment ça. Donc, un bon vétérinaire, normalement, en tout cas, le bon vétérinaire pour vous sera peut-être pas le bon vétérinaire pour votre voisin. Okay? On n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même façon d'agir. Donc, trouvez le vétérinaire qui fonctionne avec votre personnalité, avec lequel vous ne vous sentez pas jugé, avec lequel vous sentez que vous êtes capable de communiquer ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez pas, puis que vous vous sentez respecté là-dedans. Si vous avez ça, vous avez le bon vétérinaire. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a des vétérinaires qui sont qui sont meilleurs dans certains domaines. Donc, si vous avez, par exemple, un chien qui a des conditions cutanées très, très graves, ça se peut que vous soyez éventuellement redirigé vers si c'est pas un dermatologue vétérinaire, mais vers un vétérinaire généraliste, mais qui a plus de compétences ou plus de connaissances, qui s'est plus formé dans ce domaine-là. Au même titre que si vous avez un chien, par exemple, qui a rupturé son ligament croisé, bien, ça se peut que si vous n'allez pas vers un chirurgien spécialiste, qui sera sûrement recommandé, bien, il y a quand même des chirurgiens qui se sont formés, qui sont des généralistes, mais qui se sont formés pour faire certaines procédures pour ça. Donc, ça se peut à ce moment-là que vous soyez redirigé vers quelqu'un qui gère plus de cas de ce genre-là pour être sûr que vous ayez les meilleurs soins. Mais autrement, votre médecin de famille, il devrait être exactement ça, un médecin de famille avec lequel vous avez le goût de jaser de votre animal, vous avez le goût de lui demander son opinion sur certaines choses, sur sa nutrition, sur son poids, sur ses vaccins, puis que vous soyez honnêtement à l'aise de lui dire quand un plan ne vous convient pas. Mais un bon vétérinaire va toujours vous donner le plan A, donc va vous parler des spécialistes, va vous envoyer voir ces spécialistes-là au besoin. Puis si c'est pas votre choix, bien à ce moment-là, il va respecter ça, puis il va vous offrir un plan B, C, D, E même des fois. Donc, il faut trouver le bon plan pour chaque personne. Si vous avez une fermeture d'esprit à ce niveau-là, que c'est juste le plan A, puis il n'y a rien d'autre, potentiellement qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas au bon endroit. Mm-hmm. Comment toi, tu trouves ça de, justement, parler toujours d'argent avec les clients, avec les humains? Bien, c'est le gros défi parce que, tu sais, nous, là, les vétérinaires, on n'est pas sélectionnés pour notre entre-gens ou notre personnalité. L'idée, c'est qu'on est sélectionné sur nos capacités à l'école, donc sur nos notes. Puis, il y a aussi une partie plus entrevue et autres, mais ça reste qu'on a été au départ sélectionnés parce qu'on était bon à l'école. Mm-hmm. Puis nous, on a tendance à se diriger vers la médecine vétérinaire et non vers la médecine humaine parce qu'on a un intérêt pour les animaux et non pour les humains. Donc, il y a beaucoup de jeunes vétérinaires qui n'ont pas compris que la grosse partie de leur vie va être passée avec des humains et non avec des animaux, puis à discuter avec des humains de plans médicaux, puis d'expliquer ces plans médicaux-là à des humains. Mm-hmm. Ceci étant dit, pour moi, c'est pas cette partie-là qui est la plus difficile. J'adore éduquer, jaser, parler de leur animal avec les gens. Mais oui, le côté monétaire devient parfois vraiment difficile à gérer parce que moi, surtout à l'urgence, là, je me retrouve souvent avec des animaux que j'en ai pas de plan B, C, D. Là. C'est soit ils décèdent ou soit on fait tout, mais je suis entre deux. Tu sais, un animal, par exemple, qui a une masse qui saigne dans son abdomen, je peux pas, là, de l'extérieur du chien, aller gérer cette masse-là. Mm-hmm. Donc, on a le choix, soit on s'en va en chirurgie, qui est une chirurgie qui est risquée, qui est coûteuse, qui a beaucoup de potentiel de complications, ou bien on se retrouve à euthanasier l'animal. Puis là, ça, la discussion, quand que les sous est la seule raison pour laquelle ils vont pas vers la chirurgie, ça devient vraiment difficile, émotif, les gens pleurent. Puis oui, à la fin de ma journée, si j'ai eu plusieurs de ces cas-là, je peux me retrouver dans une situation où émotivement, je suis drainée, là.
Je trouve ça très difficile de gérer ça par moment. Si j'en ai un dans ma journée, ça va. Mais si j'en ai 3-4, ce qui peut arriver, là, je peux, à la fin de ma journée, moi aussi, j'ai le goût de pleurer avec eux autres. Là. J'imagine. Ça doit vraiment être difficile. Là. Ça doit être assez dur de... Ben moi, déjà, je trouve ça difficile de parler avec des gens. Mon Dieu, si j'avais de l'argent, je voudrais toutes les aider, là. Je voudrais toutes les soigner, leurs pauvres animaux. Mais j'imagine que, oui, ça doit être difficile, surtout à l'urgence. Je veux dire, on arrive là parce que on est en panique, on sait pas quoi faire. Puis là, tout le monde travaille. Fait que oui, ça doit être quelque chose de particulier de parler avec les personnes. Je me connais. Si moi, il fallait que j'aille à l'urgence avec mon animal, probablement que j'amènerais quelqu'un pour qu'il puisse écouter le vétérinaire et prendre les décisions parce que je me sentirais pas apte à... Écoute, même moi, avec mes propres animaux, je suis loin d'être vétérinaire. Là. Ouais. Quand il est arrivé des choses avec mes animaux puis que j'ai eu des grosses décisions à prendre, même moi, c'était tellement émotif. Puis je les sais, les coups d'avance. Je savais déjà dans quoi je m'embarquais. Je connais la condition. Tu sais, il y a toutes sortes de choses que moi, j'ai qu'un client normal n'a pas en termes de compréhension puis d'appréhension puis tout ça. Puis même là, j'ai trouvé ça énormément difficile pour moi-même de prendre ces décisions-là. Donc, je peux juste avoir de l'empathie envers ces gens-là. La seule chose, c'est que des fois, on est vu comme le méchant dans l'histoire parce que c'est sûr que quand je vous dis, ben soit on fait quelque chose à 10 000 $ ou soit on l'euthanasie, les gens, ils n'ont pas le goût de décider de l'euthanasier, mais ils n'ont pas nécessairement le 10 000 $. Puis ça, je veux dire, même moi, je trouverais ça, difficile. Mais des fois, j'ai juste pas d'autre solution pour eux autres. Là, des fois, la condition de l'animal est assez grave. Puis je les comprends d'opter pour l'euthanasie. Puis souvent, je les supporte là-dedans parce que je pense que c'est parfaitement rationnel si on en est au point de discuter dans ces eaux-là. Tu l'as pas non plus. Là, je veux dire, ça prend 10 000 $, tu peux pas l'inventer. Exact. Puis on va pas laisser l'animal souffrir, là, tu sais. Fait que c'est souvent des discussions comme ça. Je pense que c'est trouver toute l'empathie que tu es capable d'avoir pour essayer de te mettre à leur place puis de trouver les bons mots pour leur faire comprendre que c'est correct de prendre cette décision-là, même si c'est pas la décision qu'ils veulent prendre. Mais c'est quand même lourd à la fin d'une journée vétérinaire. Tu sais, c'est que des fois, il faut que je passe de cette conversation-là puis que je me retourne de bord puis que j'aille parler avec quelqu'un qui a un petit chiot tout mignon puis que j'ai juste besoin de gérer une petite griffe blessée ou quoi que ce soit. Mais il faut que je sois la vie avec cette personne-là puis son petit chiot, alors que je m'en vais euthanasier un chien âgé qui a un saignement abdominal, c'est très triste. Il faut que je passe faut que je sois capable de rationaliser un cas est à droite puis l'autre cas est à gauche. Puis t'as pas nécessairement le temps de faire comme un... Puis après ça, d'aller... À l'urgence, souvent, je l'ai pas le temps. Oui, c'est ça. J'imagine que c'est plus difficile. Puis ça explique aussi beaucoup, il y a beaucoup de manque de vétérinaires, mais il y a aussi beaucoup de détresse chez les vétérinaires. Puis, entre autres, c'est un des facteurs. Oui. Pour terminer, parce qu'en fait, on approche malheureusement du temps, ça va vite, mais veux-tu nous parler un peu de nourriture? Qu'est-ce que, selon tes connaissances à toi, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien? Est-ce qu'on peut faire la part des choses entre... C'est un sujet vraiment difficile. La nourriture, en fait, moi, en tant que vétérinaire de l'urgence, j'y touche le moins possible. Mais les choses que j'aimerais que le monde sache, c'est quoi la différence entre une nourriture que tu achètes chez ton vétérinaire puis une que tu achètes en animalerie? C'est que celle de vétérinaire, quand il est écrit, par exemple, que c'est bon pour les problèmes urinaires, ils sont obligés de faire une recherche, comme pour un médicament, et prouver que cette nourriture-là, clairement, va aider votre animal au niveau urinaire. Alors que la même nourriture, en animalerie, n'a pas besoin de ça. Elle peut écrire ce qu'elle veut sur le sac. Donc, une nourriture urinaire, en animalerie, je peux m'imaginer qu'elle est probablement correcte, mais je ne peux pas prouver que ça va fonctionner. Alors que celle de vétérinaire, je peux prouver qu'elle va fonctionner parce que j'ai des études. OK? Donc, celle de vétérinaire, elle se vend seulement chez les vétérinaires parce qu'elle a coûté plus cher de faire ces recherches-là. Et oui, elle coûte plus cher parce qu'il y a eu ces recherches-là. Mais oui, de moins en moins. Il y a moins en moins un gap. Avant, c'était vraiment très, très marqué, la différence, mais de plus en plus, la nourriture d'animalerie est très, très chère. Donc, on se retrouve avec des choses qui se ressemblent. Donc, en termes de différence, c'est ça.
en termes de nutrition, c'est un peu comme si on parle, c'est ça, d'un médicament versus un produit naturel. Ils peuvent un peu écrire ce qu'ils veulent sur le sac. Fait que s'ils disent que c'est bon pour la digestion, etc., ben probablement que ça l'est, parce que je peux pas m'imaginer que toutes ces compagnies-là écrivent juste n'importe quoi, mais ils n'ont pas à le prouver. Puis ils peuvent écrire un peu ce qu'ils veulent sur les sacs. Donc, je peux jamais dire « Ah, ça, c'est une excellente nourriture. Ça, c'est une mauvaise nourriture. » C'est très difficile. Puis c'est très difficile de savoir si une nourriture est balancée. Ceci étant dit, là, il y a les croquettes versus, par exemple, le cru. Il y a beaucoup de gens qui donnent du cru. Je suis pas contre la situation. Il y a juste deux choses que je mets toujours mes clients en garde. C'est que, il faut que les animaux, surtout les chiens, en ce moment, il y a des études qui montrent qu'il faut qu'ils aient une certaine quantité de grains dans leur nourriture. Donc, du 100 grains, ça peut, de plus en plus, on les lie avec de la maladie cardiaque. Donc, une maladie cardiaque de type dilaté où le cœur devient très gros, mais a de la misère à pomper adéquatement. Puis ça, les cardiologues en voient de plus en plus de ces genres de conditions-là. C'est réversible jusqu'à un certain point parce que malheureusement, souvent, quand on les voit, c'est qu'ils sont rendus à un point où il y a une insuffisance cardiaque. Donc, ça devient difficilement réversible avant que l'animal en souffre de façon importante. Parce que c'est pas des genres de maladies qui montrent des symptômes avant d'être rendus graves. Donc, on le sait pas. Puis notre chien, de plus en plus, a une maladie cardiaque qui se développe. Puis on le sait juste quand le cœur pompe plus du tout de la bonne façon puis il est rendu à peu près 3 fois la taille. Donc ça, je sais qu'il y a des carences alimentaires dans ces nourritures-là sans grains qui peuvent être liées avec ces maladies-là. Donc, je les mets en garde. Puis, excuse-moi de te couper, mais corrige-moi si je me trompe, mais le chien, mettons, il n'est pas carnivore, il est omnivore? Oui, un chien, c'est considéré comme un omnivore, alors que le chat est considéré comme un carnivore strict. Puis une autre grosse différence, pourquoi on ne donne pas de la nourriture de chien à un chat, idéalement, c'est que le chien peut produire, entre autres, il y a un acide aminé qui s'appelle la taurine. Je me souviens plus si c'est un acide aminé, il me semble que c'est un acide aminé, là, mais en tout cas, il y a la taurine qui est produite dans le chien, qui n'est pas produite dans le chat. Donc, dans la nourriture de chat, il faut absolument qu'il y ait un certain niveau de taurine parce que le chat doit l'avoir dans son alimentation, sinon il va en manquer. Alors que le chien, lui, va en produire une certaine quantité. Donc, même s'il n'y en a pas en ajout dans sa nourriture, ça ne sera pas nécessairement un problème de santé. Puis oui, le chat, lui, a besoin d'un taux de protéines souvent généralement plus élevé, mais toute protéine n'est pas égale non plus. Donc, c'est pas parce qu'une nourriture est super forte en protéines que c'est les protéines les plus absorbées ou qui sont les plus complètes. Fait que c'est des fois, il y a beaucoup de marketing en arrière du fait de dire « Ah, ben c'est tout de la protéine ». Même chose avec les sous-produits, tu sais, je veux dire, un animal en liberté, là, si on dit le chat, là, il va manger un oiseau, il va le manger au complet, fait qu'il va manger son cœur, il va manger ses poumons, puis ça, c'est considéré comme des sous-produits. Donc, forcément, si on donne juste le muscle, comme nous, on mange juste les muscles, généralement, bon, il y a certaines autres choses qu'on peut manger, mais tout le reste est considéré comme du sous-produit, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour votre animal. Puis c'est pas nécessairement mauvais parce que ça a été transformé en farine, ça dépend de la transformation. Tu sais, il y a une tonne de choses qui sont pas nécessairement mauvaises, mais qui ont une mauvaise réputation dans la nourriture parce que c'est plus facile de les transitionner vers une nourriture crue ou autre que le marketing veut qu'on transitionne. Oui, c'est ça, parce que j'ai l'impression que la nourriture crue, c'est une grosse mode ces temps-ci. Puis, mais je veux dire, quand tu donnes du cru, faut que tu mettes faut que tu mettes autre chose avec, à ton chien, mettons. Il faut que tu lui donnes des légumes, comme nous, on en mange, j'imagine, dans une assiette, des grains, comme tu disais. Mais en fait, ça dépend. Là. Il y a des formulations de nourriture crue qui incluent beaucoup d'aliments, surtout chez le chien. Là, il y en a qui sont bien balancés, il y en a qui sont faites par des gens qui ont vraiment pris le temps de vérifier puis de les balancer correctement. Malheureusement, puisque c'est très difficile à savoir, ben ça arrive qu'on n'en a aucune idée si c'est bien balancé ou pas. Fait que ça, c'est la première chose avec la nourriture crue, c'est que je peux pas certifier qu'une est meilleure que l'autre parce qu'à moins d'aller en laboratoire puis de vérifier s'il y a tous les acides aminés, si les protéines sont de bonne qualité, s'il y a tous les ingrédients qu'il y a besoin pour sa santé, le taux de calcium, par exemple, le taux de potassium, je ne sais pas. OK? Chez les chiens en croissance, entre autres, le phosphore puis le calcium, c'est vraiment important qu'il y ait des bonnes quantités, en fait, un bon ratio des deux pour faire des bons os en santé.
Mais je ne peux pas savoir dans ces nourritures-là si c'est vraiment un bon ratio. Mais il y en a sur le marché qui sont vraiment correctes. Il faut juste savoir qu'une nourriture crue, même chose que chez l'humain, pourquoi nous, on mange très peu de viande crue, c'est parce qu'il peut y avoir une contamination bactérienne. Et non, les chiens, les chats ne sont pas immuns au E. coli ou à la salmonelle. Un animal adulte en santé devrait avoir un système immunitaire adéquat pour éliminer la bactérie, comme un humain adulte en santé devrait avoir un système immunitaire adéquat pour éliminer du E. coli ou de la salmonelle dans sa nourriture. Mais il suffit que ça ne soit pas le cas, puis l'animal ou l'humain devient malade. OK? Donc, le problème, c'est que nous, quand on utilise de la viande crue ou quand on prépare, par exemple, du poulet, mais on va couper notre poulet sur une surface, mais on sait très bien, on est comme conditionné à se laver les mains, à relaver la plaque de cuisson. Tout est lavé vraiment bien, puis on va cuire notre poulet le plus possible pour éviter d'avoir ces transmissions-là. Mais chez le chien, on a tendance à mettre leur nourriture crue directement dans un bol, par terre. Le chien va manger ça, va ensuite se lécher les pattes ou quoi que ce soit. Il va en excréter de ces bactéries-là dans ses selles. Le bol n'est pas nécessairement lavé de façon aussi efficace que ce qu'on aurait fait pour notre propre nourriture. Donc, il y a des risques de contamination de l'environnement aussi. Donc, l'environnement du chien devient entre guillemets, contaminé de salmonelle E. coli potentiellement. C'est pas toujours le cas, mais ça a été montré qu'on en retrouve plus dans des maisons où l'animal mange du cru. Et donc, les enfants, les personnes âgées, les personnes immunosupprimées qui interagissent avec votre chien ou qui vivent dans votre environnement sont à risque de contracter ces bactéries-là. Donc, on peut avoir un enfant qui a la salmonelle parce que le chien mange du cru. Alors, il faut juste être conscient qu'on a ce risque-là qu'on n'aurait pas s'il mangeait des croquettes. C'est un pensez-y bien quand même. Puis, est-ce que ça peut être de la viande, mais si on la cuit, il y a moins de risques, j'imagine? Oui, donc moi, souvent, je leur dis, si vous voulez faire de la nourriture maison, par exemple, c'est sûr qu'il faut s'assurer que c'est balancé, mais de nos jours, on peut trouver des façons d'ajouter ce qui est nécessaire dans la nourriture ou de faire du moitié-moitié avec des croquettes pour s'assurer qu'il y a tout ce qu'il y a besoin. Mais à ce moment-là, juste de cuire les aliments, on vient d'enlever toute cette composante-là de bactéries, comme quand on cuit nos propres aliments. Super. Puis, est-ce que tu pourrais nous dire, mettons, de façon générale, les animaux de compagnie qu'on a à la maison, c'est quoi les soins de base qu'il faut absolument qu'ils aillent? Tu sais, comme je pense aux griffes, est-ce que le brossage de dents est vraiment utile? Ou le brossage de poils? Bien, rapidement, les choses que je pense que les propriétaires peuvent faire pour maximiser la santé de leur animal, le premier, c'est de s'assurer qu'ils ont un poids santé. Parce que l'obésité ou un animal trop mince, pareil comme chez l'humain, ça cause d'autres problèmes de santé, des problèmes articulaires, des problèmes de croissance, des maladies comme le diabète, parce que oui, ils peuvent avoir le diabète. Donc, c'est super important de monitorer le poids de l'animal. Étonnamment, juste de peser notre animal, que ce soit dans nos bras sur notre balance ou sur une petite balance de bébé pour les chats, régulièrement, puis avoir une idée c'est quoi le poids normal de notre animal, bien, on peut tout de suite voir quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, on peut s'assurer qu'on ne le prédispose pas à ces maladies-là. Donc ça serait mon premier conseil. La deuxième chose, oui, les griffes. On voit souvent des animaux qui n'aiment pas ça, se faire couper les griffes, et donc on ne coupe pas les griffes. Mais chez le chat, maintenant que c'est plus permis de dégriffer un chat au Québec, donc couper les griffes, ça évite que la griffe fasse un tour complet puis vienne piquer dans le coussinet. Puis, ça peut causer des infections qui sont assez graves puis qui causent beaucoup de douleur au chat. Donc, de garder les griffes courtes, c'est une des premières choses. Chez le chien, il ne faut pas que les griffes puissent toucher le sol, idéalement, parce que plus il touche le sol, plus ton petit orteil est retroussé, puis plus, à ce moment-là, on peut prédisposer à l'arthrose ou aux douleurs articulaires au niveau des pattes du chien. Donc ça, on essaye évidemment de garder des griffes le plus courtes possible, le plus arrondies possible aussi, puis de cette façon-là, on s'évite aussi de se faire blesser par des griffes de chat ou de chien.
Oui, puis pour ceux et celles qui se demandent, tu sais, ceux qui sont pas à l'aise non plus de couper les griffes, je sais que dans les centres de toilettage, c'est pas bien cher, là. Puis en plus, ben ça nuit pas à votre relation si jamais c'est vraiment difficile. Il y a des façons de faire aussi. Mettons, on peut, des fois, on en donne de la médication pour qu'ils soient plus à l'aise à venir à la clinique, pour qu'on puisse couper les griffes, on y va doucement, etc. Fait qu'il y a moyen de moyenner. Fait que si vous voulez demander à votre clinique comment procéder. Puis moindrement que vous avez un animal gourmand, renforcement positif, ça, c'est une des choses que je trouve qui fonctionne le mieux, même avec mes propres chats. Les chats aussi, s'ils sont gourmands, sont très, très renforçables. Donc, on sort la gâterie qu'ils aiment le plus et on la sort que pour ça. Donc, ils le savent tout de suite. Là. Moi, mes chats, on coupe les griffes puis ils se dirigent directement vers l'armoire où ils ont leur gâterie. Là. Ils le savent, ils ont fait le lien. Et puis, ça rend l'activité un peu moins traumatique, mettons. Oui, mais oui, parfait. Puis, donc, le brossage de dents. Oui, en fait, au moins d'observer les dents de notre animal. Demandez à votre vétérinaire ou à votre technicienne en santé animale de vous montrer comment les regarder, les dents. Parce que c'est un peu niaiseux, mais la plupart des gens ne savent pas ouvrir la bouche ou étirer les joues d'un chien ou d'un chat pour bien voir les dents. Donc, c'est une surprise pour eux quand on leur dit « Hey, votre animal, il a du tartre » parce qu'il ne regarde jamais dans la bouche. Fait que de commencer à regarder dans la bouche très jeune, de connaître les dents de notre animal. Puis oui, le brossage de dents, c'est recommandé. Et ce n'est pas facile pour tous les animaux. Il y en a des animaux qu'on ne sera jamais capable. Mais de le faire par petites étapes, de le rentrer dans une routine, c'est ce qui va aider le mieux. Moi, tu sais, le conseil que j'ai donné souvent à des gens, c'est de dire... j'avais un chien très, très intelligent. Puis pendant un moment, à chaque fois que je brossais mes propres dents, qui est un moment où j'ai le temps de prendre soin de moi et donc potentiellement de prendre soin de mon chien, je brossais mes dents, je lui donnais une gâterie de petits foies séchés qu'il aimait bien gros. Puis après, je sais pas, 3 fois, il était là à m'observer brosser mes dents, puis je peux dire qu'il attendait la gâterie. Puis tranquillement, j'ai commencé à lui brosser juste une dent, la gâterie, 2 dents, la gâterie. Puis éventuellement, j'étais capable de brosser toutes ses dents. Ça vaut-tu la peine, mettons, après une couple d'années, de commencer à brosser les dents? Ça vaut toujours la peine de commencer à brosser les dents, mais c'est sûr que quand il y a déjà une douleur ou un problème dentaire d'installer, de commencer à essayer de brosser les dents, ça fait mal. Fait que l'animal, il se laissera pas faire comme un chiot qu'on commence quand ils ont pas mal. OK? Fait que c'est super important. Peut-être, moi, je commencerais quand le chiot, il a ses dents d'adulte, là, parce que, ou de le désensibiliser, mais tu sais, plus en jeu qu'autre chose avant ça. Bien, si on a un problème dentaire identifié par votre vétérinaire, à ce moment-là, je pense que c'est mieux de faire une dentisterie à votre animal, une vraie dentisterie sous anesthésie où on va vraiment retirer le tartre qui est sous la gencive, parce que les dentisteries là, juste esthétiques, là, enlever le tartre juste sur la dent, là, ça donne pas grand-chose parce que c'est pas ce tartre-là qui cause les dommages, c'est celui qui est sous la gencive. Pareil comme votre hygiéniste dentaire, elle va avec un petit outil là, vraiment enlevé. Malheureusement, il n'y a pas un chat ou un chien qui va me laisser aller avec un outil qui fait du bruit dans sa bouche sans bouger là, ou sans mordre. Donc, on est obligé de les mettre sous anesthésie, ce qui fait que c'est une procédure qui est un peu coûteuse, mais qui vaut vraiment la peine parce que s'il y a une chose qui va allonger la qualité de vie de votre animal, c'est de garder ses dents en santé. Donc, faire la procédure en premier s'il y en a une à faire, attendre qu'il soit plus douloureux et là, commencer le brossage dentaire. Puis, par rapport à la nourriture dentaire, est-ce que ça fait une partie de la job? Est-ce que c'est préventif? Est-ce que c'est utile? Bien, moi, j'y crois vraiment. Là, mes chats mangent ça, de la nourriture dentaire, pour plusieurs raisons. En fait, c'est souvent des grosses croquettes qui ralentissent la prise de nourriture. Fait que ça, c'est bien, juste en général. Et oui, ça, dépendamment des nourritures, il y en a qui sont meilleures que d'autres, mais quand ils croquent dedans, en fait, la croquette, elle se défait pas tout de suite. Elle est comme bien fibreuse. Donc, la dent rentre jusque dans le milieu de la croquette avant que la croquette, elle se défasse. Et donc, ça l'a brossé les dents. Mais les chats, les chiens, ils vont pas croquer avec leurs canines, avec leurs incisives. Ils vont croquer avec leurs dents en arrière, donc leurs molaires et prémolaires. Et donc, ça va aider à la santé des molaires et prémolaires. Mais ça fera rien pour les canines et incisives. Donc, il faut juste garder ça en tête. Ça fait une partie du travail. Ça aide. Je vois une nette amélioration avec ces nourritures-là et surtout une nette diminution du tartre puis des problèmes dentaires quand ils mangent ça. Mais encore là, ça peut aussi être un problème. S'ils développent de la douleur, ils ne voudront peut-être plus manger ces nourritures-là. Ah, c'est sûr que si la croquette est plus grosse, c'est plus difficile à mâcher.
Puis s'ils ont mal à la gencive, puis qu'ils sont obligés de croquer jusqu'à la gencive, oui, ça peut causer de la douleur à ce moment-là, puis ils vont les manger tout rond ou ils vont arrêter de les manger. Fait que si on voit qu'ils mangent leurs croquettes tout rond, ben, il y en a des animaux qui vont juste toujours faire ça, mais ça fera plus de brossage dentaire. Puis est-ce que la mauvaise haleine vient nécessairement avec des problèmes dentaires ou des fois ça peut être juste de l'animal, c'est typique? Ben, tu sais, il y a des mauvaises haleines qui, tu sais, genre, les poppies, ils ont une haleine spécifique ou il y a aussi des maladies, comme chez le chat, la maladie rénale risque de donner une mauvaise haleine qui n'est pas nécessairement un problème dedans. Mais à la base, généralement, la mauvaise haleine vient des bactéries dans la bouche. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a un gros problème, mais ça veut dire qu'il y a une surcroissance bactérienne, généralement. Souvent, c'est la gencive, la gingivite, qui va avoir tendance à donner une mauvaise haleine. Donc, si on a un chat ou un chien qui a de la mauvaise haleine, la première étape serait de vérifier qu'il n'y a pas un problème dentaire. Mais si ce n'est pas le cas, ben oui, il y a d'autres conditions médicales qui peuvent changer l'haleine du chat et du chien. Super. Ce que je retiens, en tout cas, c'est qu'il faut vraiment garder un œil sur le comportement puis sur les changements que nos animaux ont, parce que c'est ça qui va tout nous dire qu'est-ce qu'on doit faire après ça. Oui, c'est ça. Faut vraiment les avoir à l'œil, les connaître bien. Puis après ça, ben c'est ça, aller chercher l'information ou c'est à la clinique vétérinaire ou dans notre podcast. Oui. Mais je dirais, si j'avais une chose à recommander à tout le monde, c'est juste de connaître vos animaux. Ouais. Savoir quand est-ce qu'ils urinent, qu'est-ce que ça a l'air leur caca normaux, qu'est-ce que ça a l'air leur appétit normal, leur état d'énergie normal. Parce que dès qu'il y a un changement de ça, c'est là où on a encore le temps de prendre un rendez-vous avec un généraliste puis d'adresser la chose. Puis si c'est un changement qui est majeur, qui est drastique, qui est vraiment atypique, ben c'est là où on peut consulter à l'urgence. Merci beaucoup. Merci, Tiffany. Ça fait plaisir. Ça fait très intéressant.